bienvenue au bureau des légendes. Jon Snow. Got a theory. Could be Bonnie. You never Ouais, say thank c'est pas faux. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Suit up. Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui analyse et décortique vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma survivante préférée, Marie Telling. Salut Anaïs. Je sais pas à quoi je survis, mais je survis. Cette semaine, on conclut notre saison de PIC TV avec un épisode consacré à la série de zombies la plus populaire de l'histoire, The Walking Dead, diffusée sur AMC entre 2010 et 2022. Et pour l'occasion, on a décidé de récupérer un peu le fonctionnement d'Amy, puisque j'ai vu cette série de nombreuses fois, et Marie, jusqu'à ce que je la force à regarder plusieurs épisodes pour ce podcast, ne l'avait jamais regardée. Pourquoi cette série de zombies a bouleversé le monde de la télé ? Qui est-ce que ça amuse de regarder des gens se faire déchiqueter ? Vraie question. On vous dit tout dans cet épisode. Anaïs, visiblement. Ça t'amuse beaucoup. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? Mon pic, c'est que le 1er juin, je serai au festival Mot pour Mot, qui est organisé par Télérama, l'Obs et Le Monde, pour parler de Jane Austen et de son influence aujourd'hui encore. Un sujet qui me passionne, comme le savent tous ceux qui ont écouté les épisodes d'Amis consacrés à Emma et à Orgueil et Préjugés. J'ai très très hâte d'en parler et pour l'occasion, évidemment, je suis en train de revisiter les romans de Jane Austen. C'est marrant parce que je les lis assez régulièrement, donc j'ai pas vraiment besoin de les revisiter, mais c'était une bonne excuse. Et c'est toujours une merveille, quoi. Je suis en train de lire Raison et Sentiment en ce moment et c'est toujours parfait. C'est ça mon pic. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? C'est une série dont on n'a pas eu le temps de parler dans PIC TV, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé regarder ce semestre. C'est Full Circle, qui est disponible au visionnage sur Canal+, en France, et qui est une série écrite par Ed Solomon et réalisée par Steven Soderbergh, qui est un de mes cinéastes préférés, et j'aime autant ce qu'il fait au cinéma qu'à la télé. C'est quelqu'un qui est très fréquemment dans l'expérimentation. Et là, c'est une série qui se passe à New York principalement et qui parle d'un clash entre la bourgeoisie, la très grande bourgeoisie new-yorkaise et la communauté immigrée originaire du Guyana. Et toute l'action se déroule autour d'un kidnapping qui ne se déroule pas comme prévu. Je vais pas en dire beaucoup plus, mais j'ai trouvé que c'était une série haletante et j'ai vraiment adoré la mise en scène de Soderbergh. En fait, à chaque fois que je vois quelque chose qu'il a réalisé, je me dis qu'il y a personne d'autre qui fait ce qu'il fait. Chaque plan est intéressant, le casting est super, l'action est vraiment très palpitante et en même temps écrite d'une manière que j'ai trouvée très surprenante. Donc voilà, si vous avez l'occasion, il y a vraiment très peu d'épisodes. Full Circle sur Canal+, ça vaut vraiment le détour. Cette semaine, on vous parle donc de The Walking Dead, la série de zombies par excellence, qui a été créée par Frank Darabont, puis reprise successivement par Glenn Mazzara, Scott M. Gimple et Angela Kang. Disons, personne ne voulait la garder très longtemps. Ouais, c'est ça. Il y a eu quand même 12 ans quasiment de diffusion de cette série, donc il y a eu aussi beaucoup de désaccords créatifs au fil des années et de changements un petit peu de ligne éditoriale, on va en parler. C'est une série adaptée des comics de Robert Kirkman. Et il faut aussi préciser que du côté de la réalisation, on a de très beaux noms, notamment Michelle MacLaren, qui est connue pour avoir réalisé des épisodes de Breaking Bad et de Game of Thrones, donc qui est une grande réalisatrice de séries. Et Greg Nicotero, qui est aussi responsable des effets spéciaux et maquilleur, et qui a notamment travaillé au début de sa carrière sur Evil Dead 2, que tu as vu pour un épisode d'Amis. Marie, tu n'avais jamais regardé cette série jusqu'à ce qu'on décide d'en parler dans ce podcast ? Ouais, alors dans mon souvenir, j'avais regardé 1 ou 2 épisodes, mais en fait, quand on a regardé le pilote, je me suis rendu compte que non. Donc je sais pas ce que j'avais regardé, si c'était des épisodes un peu plus loin dans la première saison, ce qui est possible, peut-être à l'époque avec toi même. Oui. Mais honnêtement, j'en avais un souvenir très flou et ça correspondait pas du tout à ce que tu m'as montré. Bon, moi, c'est pas du tout un univers qui m'attire à la base, mais je me souviens que c'était un énorme buzz, que les comic books, je me souviens, étaient hyper connus. Et du coup, le fait que ce soit adapté en série, c'était déjà un phénomène. Et toi, tu le regardais, et surtout, il y a eu toute une période, en fait, où je relisais tes récaps. Pour BuzzFeed, tu faisais des récaps des épisodes de Game of Thrones et de The Walking Dead, et du coup, je relisais tous tes papiers sans avoir vu la série. Donc, il y a plein de trucs où je connaissais quand même des développements narratifs. À l'époque, ça n'avait pas donné envie de regarder la série, et je comprends un peu mieux pourquoi aujourd'hui. Voilà. Toi, par contre, tu as tout regardé jusqu'à la fin.
Oui, je pense que je faisais partie des derniers téléspectateurs de The Walking Dead sur la planète, puisque vraiment, à la fin de la série, il y avait plus grand monde qui regardait. Les audiences étaient en chute libre. Ouais, en fait, c'est sorti l'année où on s'est rencontrés, toi et moi. Et j'étais assez fan parce que j'adore les films d'horreur. Et donc, j'étais très excitée, très enthousiaste à l'idée de voir un univers horrifique à la télé, comme ça, toutes les semaines. Et ouais, j'ai tenu jusqu'au bout, même s'il y a eu des gros coups de mou, des moments où j'ai arrêté. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de faire les récaps aussi au moment où ça commençait à chuter et ça m'intéressait plus. Mais j'avais un tel attachement pour les personnages et c'est tellement une série mastodonte, c'est-à-dire qu'une série qui dure 12 ans, maintenant, ça n'existe plus. Et c'était une des dernières. Après, il y a eu Game of Thrones, mais voilà, c'était déjà quelque chose qui était en voie de disparition. Et donc là, en revoyant les épisodes, je me rends compte que j'ai toujours un attachement très très fort pour les personnages parce qu'ils m'ont accompagnée pendant très 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 longtemps. Et j'ai aussi vu tous les spin-offs. En partie. Comment tu résumerais la série en 30 secondes ? C'est un peu ville-merde la série quand même. Il y a une apocalypse zombie en Géorgie, mais enfin j'imagine que c'est dans le reste du monde aussi, mais du coup ça se situe plutôt en Géorgie là. Même si après ils essaient d'aller à Washington et tout ça, mais ils ont tous des accents du sud. Et il y a un shérif hyper chiant qui devient le héros et le leader d'un groupe de gens qui essaient de survivre et qui se font tout le temps attaquer par des zombies, mais aussi par d'autres êtres humains, parce que évidemment, une apocalypse, ça révèle le pire de l'humanité, mais aussi le meilleur par certains moments. Voilà. C'est ça, un des gros propos de The Walking Dead, c'est que l'ennemi le plus brutal, au final, c'est l'homme et pas forcément le zombie. Même si la série n'a pas développé ce thème avec beaucoup de finesse et de subtilité. Non, je dois le dire. Et c'est aussi pour ça qu'elle a lassé beaucoup de gens à la longue, parce que plus ça se transformait en guerre entre humains, plus c'était très pénible. Moi, je préférais voir juste des zombies déchiqueter des gens. En tout cas, on a regardé ensemble le pilote, puisque je voulais t'enregistrer comme on le fait dans Amis, parce que j'aime toujours beaucoup entendre tes réactions. Et tu as résumé de manière assez correcte le principe de cette série. Mais j'ai l'impression, en fait, il y a tout le temps des zombies, quoi. Alors, je savais très bien que je ne pouvais pas te montrer, malheureusement, les 11 saisons de The Walking Dead. J'aurais bien aimé, mais je pense que ça t'aurait un petit peu saoulé. Et on n'a pas non plus un temps illimité dans la vie, donc je t'ai donné une 12aine d'épisodes à regarder, et juste avant qu'on regarde le pilote, je t'ai interrogé pour savoir justement ce dont tu te souvenais en te basant sur mes récaps et les 2-3 trucs que tu avais vus circuler dans la pop culture. Alors, qu'est-ce que tu sais de The Walking Dead ? Je sais que c'est une série sur des zombies, que c'est adapté d'une BD, je crois. Je sais que ça commence à Atlanta et que d'un coup ils deviennent tous zombies. Et je sais que c'est avec Andrew Lincoln, l'autre qui a ses cheveux qui ressemblent à des rideaux. Et le mec là qui a les cheveux Norman machin là. Ah oui. Et Michonne, il y en a une qui s'appelle Michonne, je sais plus comment elle s'appelle, Dana Gurira, voilà. Qui était dans Black Panther. Exactement, elle est cool. Il y en a un qui est joué par celui qui jouait Denis Duquette. Il jouait un méchant. Et dans mon souvenir, il avait une batte de baseball avec des pics ou un truc comme ça. Enfin, il torture les gens. À un moment, il y a Steven Yeun, c'est ça, qui maintenant est devenu quand même une star depuis, qui jouait un mec dedans et on savait pas s'il était mort ou s'il était pas mort. Et il y avait eu un moment où on était là, il est mort, il est pas mort, il est mort, il est pas mort. Et en fait, il était pas mort ou il était mort, je sais plus. Et ensuite, il y avait un truc dans un entrepôt, un moment où il y avait de la torture. Il y a des cannibales aussi, évidemment. Bon, de toute façon, ça c'est classique shit avec les zombies. Il y en a une, elle s'appelle Carole, tu l'adores, t'as écrit sur elle dans le livre et elle est méchante avec les enfants. Parce qu'elle a perdu sa fille ou son fils ou un truc comme ça. Du coup, après, elle a le seum. Qu'est-ce que tu as pensé de la série, Marie ? J'ai bien aimé le pilote. Il y a certains épisodes que j'ai vraiment bien aimés, que j'ai trouvé cool et tout. On en parlera, mais No Sanctuary, j'ai trouvé ça bien. Je pense qu'il y a forcément un biais, vu que tu as sélectionné, déjà, j'imagine, les épisodes les plus marquants. Forcément, c'est beaucoup d'épisodes d'action. Donc, au bout d'un moment, j'en avais marre. J'étais là, ils sont tout le temps attaqués par des zombies et ils sont tout le temps en train de se battre contre des zombies. Le gore, c'est pas mon délire. Je sais pas, l'esthétique un peu marronasse avec du sang partout parfois et un peu crado, j'aime pas ça, j'ai pas envie d'être là-dedans longtemps. Après je comprends le côté survie et le côté c'est un groupe j'imagine auquel on s'attache. J'ai pas trop eu le temps de m'attacher forcément. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on a déjà fait d'autres épisodes où toi tu m'avais donné des épisodes de séries à regarder, notamment pour Malcolm, mais c'est une sitcom, donc il n'y a pas de continuité narrative aussi forte, alors que là, The Walking Dead, c'est vrai que c'était compliqué de trouver les bons épisodes à te montrer. Je t'ai montré certains de mes préférés, il y en a d'autres, je trouve pas que c'est les meilleurs, mais il me paraissait important pour avoir tes réactions justement sur les développements de l'intrigue et sur les développements de certains personnages.
Je dirais quand même que globalement, la plupart des épisodes, il y a des attaques de zombies et il y a de l'action. Il y en a certains qui sont un peu des épisodes one-off, qui sont beaucoup plus calmes, notamment un sur Morgan et la manière dont il a trouvé un peu... La paix intérieure. Ouais, voilà, après avoir été vraiment traumatisé au fil de la série. Et c'est un épisode où il rencontre un mec qui vit tout seul pendant l'apocalypse et qui élève une chèvre et qui est joué par John Carroll Lynch, qui est un excellent acteur. Et il lui apprend à se servir d'un bâton, justement, et il lui apprend la non-violence, ou en gros à se défendre. Mais après, Morgan ne veut plus utiliser d'armes, il veut plus tuer qui que ce soit. Bon, il est obligé à un moment parce que c'est l'apocalypse zombie. Mais cet épisode est très bien et je pense qu'il t'aurait plu parce que c'est un épisode très calme où ils discutent un peu tous les deux. C'est plus un traité philosophique qu'autre chose. En tout cas, je ne t'ai vu et entendu réagir que pendant le pilote, mais c'était déjà un grand bonheur. Comme à chaque fois que je te montre des œuvres horrifiques, ça me fait toujours beaucoup rire. Ah, il y en a un qui va apparaître, il y en a un qui va apparaître. Ah, où ça, derrière lui, où ça? Non. Oh là 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 là. Ah, monte sur ton vélo. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. C'est marrant parce que j'ai pas forcément eu les mêmes réactions sur le reste de la... Au bout d'un moment, il y a une lassitude aussi. C'est-à-dire que, bon, t'as compris, quoi. Surtout que tu les as regardés de manière très rapprochée aussi. Oui, c'est ça, ouais. Il y a moins l'effet de surprise, je pense, que quand t'en regardes un par semaine ou du coup... Mais ceci dit, c'est marrant parce que il y a un épisode où j'étais en train de le regarder, il y avait quelqu'un dans la même pièce et j'ai sursauté. Enfin, j'ai commencé à le lancer et d'un coup, il y avait un jumpscare, j'ai sursauté. Ça m'a fait beaucoup rire. Oui, parce qu'il y a quand même certains eu, épisodes où il y a des jumpscares. Mais c'est vrai que le côté horrifique s'est atténué, je trouve, de saison en saison. C'était très fort au début. Et puis après, oui, c'est devenu plus des rapports humains. En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est plus du gore ou du sadisme. Mais c'était plus du gore que du suspense, en fait. Et c'est ça où, du coup, ça marche un peu moins sur moi. Après, ça, c'est aussi des choix que j'ai faits. C'est-à-dire que pour moi, il y a 2 ou 3 épisodes qui sont très forts en tension, mais que je t'ai pas montré parce qu'ils sont pas particulièrement importants dans l'intrigue. Mais il y en a un entier qui est plutôt arrivé vers la fin de la série où beaucoup de personnages sont enfermés dans une grotte et ils doivent passer par des passages de plus en plus étroits pour sortir. Et ça, je sais que ça t'aurait fait sans doute réagir. Et moi, il m'avait vraiment mise sous tension. Il y en a un autre où ils essayent de récupérer je sais plus quoi et ils sont sur un endroit gelé, dans une bibliothèque ou quelque chose comme ça. Ils sont dans une ville abandonnée et ils doivent traverser un endroit gelé. Et à un moment, évidemment, ça se casse et ils tombent dans l'eau avec des zombies qui sont dans l'eau. Et ça, c'est vraiment très, très bien fait. Donc, il y a des moments horrifiques quand même très mémorables dans la série. Mais c'est dans des épisodes qui sont un peu annexes. Donc, je te les ai pas montrés. Ouais. Est-ce que tu as des questions? Oui. Déjà, il y a quoi sous le chapeau de Karl? Et pourquoi il l'enlève jamais? Est-ce qu'il dort avec? Une deuxième tête. Est-ce qu'il se douche avec? Est-ce qu'il dort avec? Ouais, c'est possible. C'est comme le mec dans Yellowstone, tu sais, qui avait tout le temps son chapeau de cow-boy. C'est clair. Alors, où est-ce qu'il trouve un coiffeur pendant l'apocalypse? Parce que Daryl, par exemple, il a toujours sa frange rideau tout au long. Ça change jamais. C'est vrai. Carole, elle a toujours sa petite coupe garçonne. Du coup, je me demande comment ils entretiennent leur coupe de cheveux. Très important. Surtout une coupe garçonne, il faut quand même aller souvent chez le coiffeur. Il y a des petites variations quand même, Carole. Il y a des moments où on voit que c'est un peu en repousse. Et il y a une partie plus tard dans la série où elle a les cheveux longs. En fait, c'est pas très cohérent. C'est-à-dire que Rick, par exemple, on le voit, il a un moment, il a un peu un mulet et une barbe qui se met à pousser de manière très touffue. Il y a même Michonne qui lui dit, bon mec, là, il faut faire quelque chose. Mais effectivement, Carole, elle a jamais plus de 4 ou 5 cm de repousse de cheveux. Après, ils ont plein d'armes. Ils ont des couteaux, de toute évidence. Oui, ils peuvent se couper les cheveux. Ouais. D'accord. Mais enfin, la frange rideau, c'est un choix. C'est sûr. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la perspective d'un mec inintéressant? À savoir Rick. Est-ce que c'est censé être une série sur la masculinité toxique? Parce que si oui, ça réussit très bien. C'est l'apocalypse. Pourquoi autant de monologues? Ils adorent faire des monologues. Il n'y a que des monologues. J'en pouvais plus. Surtout des monologues de Rick. Et lié à ça, est-ce que Jeffrey Dean Morgan ferme sa gueule à un moment? Oui, mais ça met beaucoup trop de temps à arriver. Voilà. Et pourquoi ils ont tous tant envie de survivre, en fait? Moi, je serais en apocalypse zombie, je serais là, bon, prenez-moi. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là, c'est moche, c'est flippant, c'est chiant. Enfin, leur survie, vraiment, à un moment, ils sont juste, ils ont trouvé la belle vie, quoi. Ils sont dans une prison et ils doivent tuer des zombies à travers un grillage tout le temps et ils doivent leur enfoncer dans le crâne, c'est horrible. Ouais. C'est quoi cette vie de merde? Et lié à ça, pourquoi est-ce que vous aviez tant envie de regarder ça, en fait? T'as pas du tout trouvé le côté cathartique dans le gore? Non, alors mais moi ça c'est vraiment, ça me parle pas.
Ah ouais. Ce qui peut plus marcher sur moi, c'est le côté survivaliste, tu vois. Enfin, où ça, j'aime bien le côté un peu genre, on bâtit nos petites communautés et voir aussi les modes de gouvernance différentes qui sont mises en place. Et le côté, survie de base, ça, je trouve ça hyper cool, quoi. Par exemple, le moment où Herschel leur montre comment jardiner ou quand il montre comment faire un piège pour les lapins ou des trucs comme ça, ça, j'aime bien, tu vois. C'est ça que je veux voir plus. Oui, donc le moment où, justement, ils sont plus dans la survie et où ils apprennent... Bah si, ils sont dans la survie parce qu'ils apprennent à vivre, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est plus de la survie, quoi. C'est pas avec les zombies. Oui, mais c'est survivaliste, dans le sens un peu premier du terme aux États-Unis à l'heure actuelle, où tu sais vivre de la terre toi-même, tu sais créer tes propres armes ou des choses comme ça. Ça, c'est ce genre de truc, j'aime bien. Je trouve ça marrant. Le côté, ils sont tout le temps poursuivis par des zombies, et puis tu vois les zombies qui arrachent les joues et tout ça. Bon, c'est bon, quoi. Enfin, moi, alors, je trouve pas ça cathartique du tout. Mais toi, du coup, tu trouves ça cathartique? Disons que comme d'autres éléments de l'horreur, souvent le gore, quand il est très bien fait, et je trouve que c'est le cas dans The Walking Dead, ça me fait crier, en fait. Ça crée une réaction qui est physique, où vraiment je suis là, oh! Et ça, je pense que ça expulse. Ouais, ça expulse une énergie, ça libère une énergie vraiment d'un point de vue physique ou hormonal, j'en sais rien. Et donc, c'est comme un grand 8 dans un parc d'attractions. Ça me fait pousser un cri qui est totalement ludique, qui est pas de la vraie peur. Et ça me dégoûte un peu, mais ça me fait marrer. Il y a un côté gamin, en fait, dans le gore. Et là, je trouve que c'est très bien fait. Il y a une fascination que j'avais aussi pour le gore dans Game of Thrones, où c'est des choses qu'on voit pas dans la vie. Je ne suis pas chirurgienne. Je sais pas trop à quoi ressemble l'intérieur d'un corps humain quand il est découpé en morceaux. J'ai une fascination pour ce gore-là parce que c'est voir un peu l'autre côté du corps humain. Et surtout quand on est un peu hypocondriaque et quand, comme moi, voilà, je suis très peureuse en fait et effrayée par la mort notamment, voir des films d'horreur et voir The Walking Dead, c'est me mettre en situation, encore une fois. Et comme tu dis, voir des gens survivre ou voir des gens qui vont y passer, mais du coup, c'est une thérapie d'exposition sur des choses qui sont bien plus affreuses que ce que moi, je peux vivre au quotidien. Ouais. Donc il y a une petite catharsis. Et en vrai, je trouve aussi que il y a beaucoup de personnages auxquels je me suis beaucoup attachée et c'est ça qui m'a fait tenir quand même pendant assez longtemps. Il y a une immense galerie de personnages et tu les as évidemment pas tous vus. Et il y en avait quand même 5 ou 6 ou 7 que j'ai vraiment beaucoup aimé suivre. Est-ce que parmi les personnages que tu as découverts dans cette douzaine d'épisodes, il y en a un ou plusieurs que tu as vraiment aimé? Herschel, ouais, parce que j'aime bien les vieux, et puis il a une sagesse et tout ça. Alors, j'ai pas vu beaucoup de lui, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, Maggie aussi, j'ai bien aimé. Glenn, j'ai pas vu beaucoup de lui au final, mais dans le pilote, par exemple, je l'ai bien aimé et tout ça. Il est hyper attachant. Et puis, Carol, en vrai, enfin, surtout dans No Sanctuary, elle est badass. Ouais. Et Tyrese, il est vraiment, lui, il est trop gentil, quoi. Ouais, il est vraiment cool, Tyrese. Et Judith, elle a l'air mignonne. Judith, sache qu'il y a eu un grand bond dans le temps, plutôt vers la fin de la série, puisqu'ils essayaient de se renouveler, justement. Et donc, Judith devient une jeune adolescente assez stylée, qui porte le chapeau, transmission, puisque Carl est mort. Hein. Ah merde. Ouais. Ah non. Ouais. Il était chiant, mais quand même. Oui, mais franchement, l'épisode de sa mort est très réussi. Il est vraiment assez touchant, parce qu'en plus, c'est une mort assez lente. Et donc, il va s'isoler dans une cabane, comme les chiens. Il va se cacher pour mourir. J'attendais qu'il meure pendant toute la série. Quand il est mort, j'étais assez triste. Mais Judith et la petite actrice qui la joue donc à l'adolescence, elle est super. Et c'est devenu un personnage vraiment cool qui m'a permis de rester aussi dans les saisons de la fin. Ah, trop bien. Parlons de Rick, puisque... Que je n'ai pas cité dans mes personnages préférés. Ouais, non, mais bon, je comprends. Je comprends. Qui est joué par Andrew Lincoln, qui était dans Love Actually. Qui était aussi dans Comme tu es belle. Voilà. Un acteur avec une gamme très riche. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de son personnage? Comment tu le décrirais en 2 mots? Il est chiant. Ah, c'est vraiment genre j'ai une grosse bite, quoi. Enfin, c'est ça, non? Il est moins toxique que Shane, par exemple, son meilleur pote au début et tout ça. Donc, c'est censé être un peu un mec plus gentil, un peu droit moralement et tout ça, et tu le sens. Il est aussi, évidemment, tiraillé entre une violence qui s'accroît en lui et le fait qu'il goûte quand même au plaisir d'être le leader, quoi. Enfin, il a envie d'être leader et tout. Mais en même temps, il a quand même un code moral et du coup, il se questionne aussi sur ces moments d'accès de violence qu'il peut avoir. Donc ça
C'est sur le papier, dans la réalité, il est chiant, quoi. Enfin, il est juste chiant, il est tout le temps en train de parler aux gens et de parler tout court. Oui, de faire la leçon, en fait. C'est vraiment un donneur de leçons, il fait la morale à tout le monde. Ce qui est très drôle aussi, il y a un moment qui pour moi était assez symptomatique où donc c'est dans No Sanctuary, je crois, où ils sont enfermés en fait par les cannibales et ils sont enfermés dans un wagon de train, mais un container. Un container, voilà. Et on les met tous dedans et là ils commencent à faire. Ils ont pas compris ce qui leur arrive, ils savent pas, machin, tout ça. Et du coup, tu te dis, waouh, le mec, avec lui, il a une arme qu'il avait cachée, ou il a planté une bombe dans Terminus, ou je sais pas comment ça s'appelle. Tu te dis, enfin, en fait, il avait un plan tout le long et tout ça. Donc, tu te dis, waouh, c'est quoi son truc? Et au final, il dit, They're screwing with the wrong people. j'étais vraiment, mec, enfin, ouais, d'accord, ok. Bon, si tu veux, au final, c'est vrai. Mais s'il n'y avait pas eu Carole, il faisait pas le malin. Hein. Ah oui, c'est sûr. Après, je pense que c'est un personnage, tu vois, tu peux faire le parallèle avec Buffy, qui a ce genre de réplique aussi, tu vois, mais un peu Buffy, badass. C'est l'élu. Lui, c'est l'élu de qui, en fait? Oui, bah lui, c'est l'élu de lui-même. C'est-à-dire oui, que... Mais après, je trouve que la série a quand même essayé d'avoir un propos là-dessus. C'est un peu comme Breaking Bad, où clairement, ça a suscité un fandom très toxique avec plein de gens qui pensaient au premier degré que Walter White était un héros. Et en même temps, la série critiquait son espèce de masculinité toxique. Je pense qu'il y a un petit peu de ça dans The Walking Dead, mais pas tout le temps. Mais par exemple, quand il est avec tout le groupe et qu'il leur dit c'est plus une démocratie, et il dit vraiment, enfin, si vous me suivez, je fais ce que je veux et c'est moi le leader et enfin, vous allez m'écouter, vous fermez vos gueules. Je trouve que la série est consciente du fait que Rick devient un peu sombre. Oui, bien sûr. Et que, comme tu dis, il prend goût au pouvoir. Après, il y a des moments où justement, il ne veut plus être leader et c'est là qu'il apprend à jardiner, notamment. Enfin, il se questionne beaucoup sur justement le fait qu'avoir du pouvoir, ça veut dire devenir antipathique et devenir peut-être même un leader sanguinaire, ce qui est le cas aussi de plein d'autres personnages dans The Walking Dead. Donc je trouve que la série y a réfléchi un petit peu, mais c'est vrai que c'est à la longue très pénible. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc il part dans la saison 9, on croit qu'il est mort, mais en fait on comprend qu'il n'est pas mort, parce qu'en plus il y avait des spin-offs qui ont été annoncés très rapidement après avec lui dedans. Et sa présence me manquait quand même un petit peu. Et là, j'ai découvert récemment le spin-off avec Rick et Michonne. Et franchement, j'étais trop contente de les retrouver, y compris Rick. Donc je me suis rendu compte, j'ai été surprise moi-même à quel point j'avais un attachement pour Rick. Et aussi grâce à Michonne, en fait. Au moment où il s'est mis avec elle, je trouve que ça a donné une nouvelle dimension à son personnage, que c'était un couple bien plus intéressant que son couple avec Laurie. Et il est même devenu un peu sexy. Ça m'a surprise, mais voilà. J'ai fini par accepter Rick et aimer Rick. D'accord, je suis pas arrivée là, mais c'est normal. Qu'est-ce que tu penses de Coral ? Bon, Carl, le pauvre, il en a vu, hein, donc on peut comprendre qu'ils sont un peu perturbés. Moi, mon problème avec Carl, c'est vraiment sa coiffure et son chapeau. Je comprends. Le reste, j'ai pas trop d'opinion. Je pense que je peux pas avoir une opinion sur Carl au bout de 12 épisodes. On sent que c'est un petit qui a vu des choses qu'il aurait pas dû voir à son âge. Oui, d'ailleurs, Negan fait une blague en disant que c'est un petit psychopathe ou un futur psychopathe. Et clairement, c'est ce que tout le monde se disait. En fait, c'est la blague sur Internet, quoi. On disait, le gars a tué sa mère pour lui éviter de se transformer en zombie. Et il l'a éventré pour sortir Judith, du coup... avant que sa mère ne meure. Donc ça, vraiment... Oui, ça crée des petits traumatismes, on peut le dire. Carl, qui est joué par Chandler Riggs, et qui est donc le fils de Rick. Et il y a aussi la femme de Rick, en tout cas celle qui est sa femme au début de la série, qui est Laurie, jouée par Sarah Wayne Callies, qui était l'infirmière dans Prison Break, et le love interest principal. Qu'est-ce que tu as pensé de Laurie ? Pas grand-chose. Bon, elle a eu sa petite liaison, good for her. Oh, elle a une liaison avec Shane. Non. En même temps, je la comprends. Bon, après, c'est un gros con, Shane. Hein. Oui, au début, tu étais vraiment à fond parce qu'il est joué par Jon Bernthal, qui est assez sexy globalement, mais il est tellement... Dans son intégralité. Mais dans The Walking Dead, il est insupportable. Mais il a un don pour jouer les personnages insupportables. Ou de militaires et de mecs un peu bas du front, mais... dominants un peu, quoi. Ouais, très intense. Laurie, qui est souvent citée comme un des personnages féminins les plus détestés de l'histoire de la télé, avec Skyler White, et c'est marrant parce que pour moi, c'est vraiment... Enfin, tu peux faire des parallèles entre les deux, c'est-à-dire que c'est des femmes qui subissent quand même des relations avec des hommes qui sont, eux, insupportables, mais le fandom a décidé de détester ces femmes-là juste parce qu'elles font du mieux qu'elles peuvent dans les relations où elles sont, quoi. Skyler White, ce qu'on lui reproche, c'est de pas soutenir son mari dans son trafic de drogue illicite. Oui. Laurie, ce qu'on lui reproche, elle a quand même trompé son mari avec le meilleur ami de son mari, ce qui est pas cool. Non. Objectivement. Voilà. Donc, elle a un petit péché originel quand même, qui fait qu'elle est pas hyper sympathique au début de la série. Après, moi, je peux la comprendre, mais bon.
Et donc, elle se retrouve enceinte assez rapidement dans la série et c'est ce qui causera sa perte dans un épisode assez fameux. Ouais, et non, c'est vrai que cette scène-là, on n'oublie pas. Ouais, elle est vraiment hyper violente. Ouais, ça vraiment. Et puis quand tu comprends que c'est son fils qui va devoir l'achever, t'es là, wow. Ouais, et vraiment, et oui, il justifie le fait de l'achever en disant « She's my mom ». Vraiment, c'est ma maman, donc c'est moi qui dois la tuer. Et t'es là, bah, je sais pas, t'as 8 ans en fait, donc peut-être que tu peux laisser quelqu'un d'autre s'en charger, mais... Pauvre Carl. Bon, ensuite, il y a Daryl, mon préf, enfin un de mes préfs, qui est joué par Norman Reedus, tu l'as dit. Il n'a pas pu devenir un de mes préfs. En fait, j'ai compris que c'était un des préfs même dans la série des autres personnages et qu'il est adoré par beaucoup de monde et tout ça. J'ai compris un peu les dynamiques autour de lui, mais j'avoue que dans les épisodes que j'ai vus, j'ai pas eu le temps de découvrir ce qui était si génial chez lui et dans sa personnalité. Il a l'air très sympathique, hein, mais moi, je me suis plus focalisée encore une fois sur sa coiffure. Bah, en fait, je pense que Daryl, c'est un personnage qui est assez discret en comparaison avec beaucoup d'autres personnages très flamboyants. Oui, il est silencieux en plus. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est pour ça qu'il est très appréciable, c'est-à-dire qu'il est toujours un peu en train de grogner dans son coin. Au début, il est assez antipathique puisque c'est un personnage de redneck qui fait des remarques un peu racistes, qui est un bouseux du fond de la Géorgie et qui va apprendre à grandir un petit peu aux côtés des autres personnages et qui va se révéler beaucoup plus sensible puisqu'il va développer très vite un attachement pour Carol et pour sa fille Sophia. You can't. Fine. Herschel said you need to heal. Yeah, I don't care. Well, I do. We don't know if we're gonna find her, Daryl. We don't. I don't. What? Can't lose you too. Et donc, Carol est un des premiers personnages qui, justement, le prend sous son aile et qui dit il mérite qu'on s'y attache un petit peu. Et c'est vrai que les autres, ils sont tellement pénibles à pontifier tout le temps, comme tu le disais, que moi, j'aime bien Daryl parce qu'il agit, il ferme sa bouche, généralement, et juste, on peut toujours compter sur lui. Avec sa petite moto, sa petite arbalète. Et c'est un personnage qui est assez stylé aussi. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que donc il a développé une relation avec Carol qui est devenue assez emblématique dans la série, mais il n'y a jamais eu conclusion romantique. Et donc, pendant très longtemps, il y avait des fans qui se demandaient quelle était la sexualité de Daryl, est-ce qu'il était queer ou pas. Et puis, il y en a qui se sont demandé s'il était asexuel, puisque il y a quelques petites phrases dans la série qui peuvent être comprises, comme le fait que c'est pas quelque chose qui l'intéresse vraiment. La série, pour moi, c'est un petit peu fourvoyé à la toute fin, où ils lui ont inventé une romance avec une meuf, et moi, ça m'a grave déçue. Daryl, il faut le savoir, c'est un des personnages de la série qui n'était pas dans les comics, et qu'ils ont rajouté justement pour que tout ne soit pas 100% prévisible dans la série. Donc, on savait pas trop à quoi s'attendre avec lui et avec ses potentielles romances. En fait, il a plein de moments où il a de la tension un peu sexuelle ou romantique avec d'autres personnages. Il y a eu Carol, il y a eu Beth, la jeune blonde que tu as vue dans la prison à un moment. Tout le monde était un peu en mode, bon, elle est très jeune quand même, donc on préférait qu'ils se mettent pas en couple. Et comme il se mettait jamais avec personne, il y a cette théorie qui s'est développée sur le fait qu'il était sans doute asexuel. Finalement, c'est pas trop le cas, mais moi, j'ai bien aimé le fait qu'il développe une relation plus amicale avec Carol. Je trouve ça très, très chouette. D'ailleurs, Carol, t'en as pensé quoi ? Ouais, bah, elle est super. Bah, de ce que j'ai compris de sa trajectoire, elle commence quand même... En plus, j'avais lu le chapitre que tu avais écrit pour notre livre, mais c'est vrai qu'elle est plus passive dans l'épisode où... Oh putain, c'est horrible ça, quand elle découvre que sa fille est zombie. Oh. Ouais, ça, c'est un des meilleurs épisodes de The Walking Dead. Ah non, ça, je voulais vraiment que tu le vois. C'est horrible. T'as trouvé que le moment était réussi quand elle sort de la grange ? Après, je m'en doutais. C'est-à-dire que t'as le moment où tu vois, il filme, tu te dis, bon, bah, je me suis dit, bon, à tous les coups, c'est sa fille qui va sortir, la pauvre. Puis surtout, il fait moins le malin, l'autre con, la Shane, à ce moment-là. Hein, c'est clair. Voilà. Mais non, ça c'est vraiment horrible. Surtout que ça fait en gros toute la saison qu'il cherche Sophia. Elle disparaît dans le premier épisode de la saison et donc c'est un truc récurrent. Daryl part la chercher, il retrouve une poupée, tout ça. Donc on se demande vraiment où elle est et au moment où elle sort de la grange, c'est assez choquant.
Carole, elle a vécu des trucs pas faciles et puis après, disons qu'elle s'endurcit. Elle s'endurcit et oui, en fait, quand elle commence la série, son mari est un homme violent. Donc elle et sa fille sont vraiment assez terrorisées par lui. Il meurt assez vite et on voit effectivement sa reconstruction. Et d'ailleurs, elle explique assez tard dans la série que sa coupe garçonne, c'est parce qu'elle voulait pas que son mari lui tire les cheveux. Et donc moi, j'adore évidemment la trajectoire de ce personnage. C'est un personnage qui meurt assez tôt dans les comics et qui se suicide. Et donc je trouve ça vraiment génial que la série en ait fait autre chose et en ait fait vraiment une héroïne 100% badass, c'est le cas, mais en même temps en étudiant le coût psychologique que ça a. C'est-à-dire que tu l'as peut-être repéré un petit peu par bribes dans les épisodes plus vers la fin. Mais... Tu veux dire quand elle tue une enfant? Il y a ça, mais en fait c'est vrai que progressivement elle devient de plus en plus froide et cynique. Et il y a même toute une intrigue où elle part s'isoler et vivre seule parce qu'elle dit « je peux plus vivre en communauté, en fait je suis devenue un monstre ». Enfin, je ne sais plus comment... Ouais, ça j'ai vu. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que contrairement à Rick, qui est toujours un petit peu héroïque, ils ont étudié le coût que ça avait pour elle de s'endurcir à ce point-là. Et elle finit par revenir après, enfin retrouver un petit peu de son humanité. Mais c'est un personnage qui est vraiment fascinant. Moi, je l'adore. Dans les personnages féminins très cool de cette série, il y a aussi Michonne, jouée par Danai Gurira. Qu'est-ce que tu as pensé de son arrivée dans la série avec la capuche? La capuche, ouais, c'était assez cool ça. Ouais. Et puis elle traîne derrière elle 2 zombies, c'est ça. Après, elle explique, oui, c'était assez cool. Il y a Glenn, tu l'as dit, qui est joué par Steven Yeun, qui effectivement depuis a eu une magnifique carrière et qui donc est en couple avec Maggie, jouée par Lauren Cohan. Qu'est-ce que tu as pensé de leur romance ou ce que tu en as vu? Très mignon, mais j'en ai pas vu grand-chose. Ouais. Donc oui, très mignon. Mais tu sens que c'était un peu un des éléments les plus doux de la série, quoi. Ouais. Bon, du coup, quand il se fait trucider, c'est moins fun. Pour moi, c'était une grosse erreur de tuer Glenn. C'était un peu l'âme de la série, en fait. Peut-être que Steven Yeun en avait marre d'être dans cette série. Oui, comme beaucoup d'acteurs qui sont partis, mais on va en reparler, mais la manière dont ça a été fait, c'est atroce. Et en fait, la série n'a pas du tout su rebondir ou recréer, en fait, des histoires et des personnages à sa hauteur, je trouve, et à la hauteur de Glenn et Maggie. Même Maggie, en fait, après, du coup, elle est motivée pendant toute la série, y compris les spin-offs et tout, que par la vengeance de la mort de Glenn. Et donc, elle devient très unidimensionnelle. Et à part Richonne, que j'aimais bien, mais bon, c'était quand même moins romantique, il n'y a pas eu de romance aussi cool et de longue durée dans la série. Ouais. Et puis enfin, je voulais qu'on parle de Morgan, qui n'est pas un personnage qu'on voit non plus énormément dans la série, mais il est présent dans le pilote. Et ensuite, on le retrouve dans un épisode où il s'est barricadé tout seul dans une ville. Et je trouve que cet épisode est très cool. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, c'est la ville d'ailleurs d'où vient Rick, en fait. Ça, c'était très cool et c'était très cool de le retrouver, justement. Parce que moi, en fait, dans le pilote, je l'avais beaucoup aimé et je m'étais demandé s'il allait revenir. Et donc, c'est vraiment super de le retrouver. Et après, on le voit à nouveau où là, il a arrêté de parler aux zombies. Enfin, je sais pas. Il était un peu toc-toc quand même quand on le retrouve. Il s'est barricadé. Il est un peu moins toc-toc quand on le retrouve après. Oui, c'est parce qu'il a fait son moment de spiritualité. Voilà, c'est ça. Il a appris le yoga et comment parler aux chèvres avec la méditation, quoi. Il a téléchargé Headspace et ça va mieux. C'est ça. Et donc, il apprend à se battre avec un gros bâton. Et ça devient un peu toute son identité après. Et il est joué par Lenny James, qui est un acteur de théâtre britannique, en fait. Et qui, pour moi, joue beaucoup aussi sur l'ampleur de ce personnage. Parce que l'acteur est vraiment bien. Après, c'est marrant, du coup, maintenant que tu me dis que c'est un acteur de théâtre, je le vois aussi. C'est-à-dire qu'il y a des monologues où j'étais wow, c'est bon, t'en fais un peu des caisses, là. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être justement en train de regarder un monologue de Shakespeare sur scène. Et le niveau d'écriture n'est pas assez... Oui. T'en as pensé quoi de l'écriture? C'est vrai que c'est assez... Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup de clichés. Enfin, là, en les revoyant pour préparer... Non, oui, énormément. Et des trucs assez prévisibles, des clichés. Ouais, franchement, l'écriture est vraiment pas très, très bonne, quoi. Enfin, j'ai trouvé... Surtout là, non, mais en plus, le problème, c'est que vraiment, j'ai l'air négative. Il y a des trucs que j'ai bien aimés. Il y a vraiment plusieurs épisodes. L'épisode de La Grange, je l'ai trouvé vachement bien. L'épisode No Sanctuary, il est vraiment super, au terminus, là, avec les cannibales. Mais le dernier que tu m'as montré avec l'autre neuneu, là, qui fait son monologue pendant 1 heure, je n'en pouvais plus. Negan, là. Ouais. J'en pouvais plus. Tu sais, j'ai mis... C'est la première fois que je fais ça, hein. Mais sur Netflix, tu peux faire en 1.5. J'ai fait en 1.5. Pour la deuxième moitié de l'épisode, je n'en pouvais plus. Non, mais cet épisode est insupportable. Et moi, vraiment, j'ai eu un gros problème avec l'arrivée de Negan dans la série. Et c'est là que j'ai arrêté, en fait. Parce que je ne pouvais plus entendre ce mec. Et pourtant, Jeffrey cet acteur est extrêmement sexy. Et c'est très problématique. Mais je trouve qu'en Negan, il est très sexy. Avec son petit blouson en cuir. Mais il est tellement insupportable. Et c'est tellement sadique, en fait. Tu prends aucun plaisir à
le voir humilier tout le monde en permanence. permanence. Oui, c'est ça. Enfin, avant, il y avait quand même... après, je sais pas comment ça... Mais dans les épisodes que tu m'avais montré avant, il y avait un niveau d'agencité chez les personnages, ou même quand ils sont dans des moments d'humiliation ou de danger imminent, tu sens quand même qu'ils vont pouvoir prendre... Enfin, même pas prendre le dessus, mais tu te demandes comment ils vont réussir à sortir de là et tout ça. Là, c'est même pas du torture porn, c'est de l'humiliation porn, en fait. T'as vraiment 1 heure de ce mec... En plus, c'est pas intéressant ce qu'il dit. Il est tout le temps en train de parler et c'est pas intéressant. Et il n'arrête pas de parler. I'm Negan. And I do not appreciate you killing my men. You don't really think that you were going to get through this without being punished now, did you? I am gonna beat the holy fucking fuck out of one of you. Oui, et il parle comme un gamin qui découvre la vulgarité un peu pour la première fois. Oui, c'est ça. Et puis, genre, c'est bon, on a compris, t'es sadique. Il est très, très proche du personnage tel qu'il est dans les comics. Et d'ailleurs, la mort de Glenn a été comme ça dans les comics aussi. Et c'était un peu comme le Red Wedding dans Game of Thrones, c'est-à-dire que les fans des comics attendaient la mort de Glenn et l'arrivée de Negan parce que c'était un personnage emblématique de la BD. Et on comprend pourquoi. C'est vrai qu'il a un look, il a la batte. Enfin, c'est comme Daryl et son arbalète. Il a des armes... emblématique. Ouais, mais j'imagine que sur le papier, c'est moins chiant. Pourtant, franchement, Jeffrey Dean Morgan, c'est un bon acteur et il en fait le maximum. Moi, je trouve que c'est vraiment l'écriture qui est pas bonne. Oui. Non, ce qui est intéressant, c'est que du coup, après la mort de Glenn, et c'est le dernier épisode que je t'ai donné à voir, puisque après, il y a eu une grosse chute dans la série, il y a tout un affrontement entre son groupe, là, les Sauveurs, et le groupe de Rick. Et Rick finit par réussir à battre Negan, mais au lieu de le tuer, il décide de l'emprisonner. Et c'est un peu le début de, bon, on est quand même une civilisation, donc on va arrêter de buter des gens, on va plutôt les emprisonner. Il y a un énorme bond dans le temps, et Negan devient beaucoup plus intéressant après, puisqu'il a une sorte de rédemption, c'est-à-dire qu'il a passé énormément de temps emprisonné. Il a fait une petite introspection sur lui-même, il développe même une complicité avec Judith, la fille de Rick, donc il y a un côté un peu pervers là-dedans, enfin tu vois, un peu dérangeant, parce qu'il s'attache à elle, parce que c'est une gamine, et qu'on découvre un peu un côté plus doux de Negan. Et là, moi, j'ai commencé à plus m'intéresser au personnage. Mais avant ça, il faut subir 2 bonnes saisons de ce que tu décris, de l'humiliation permanente. Et moi, ça, je ne pouvais plus, mais vraiment, j'étais énervée contre la série d'avoir fait ça, quoi. Tu as découvert d'autres méchants très rapidement. Il y a eu Negan, il y a eu celui que tu as appelé l'ambassadeur, qui est le gouverneur. J'ai dit l'ambassadeur tout à l'heure. Ça, c'est dans la pub Ferrero Rocher, la femme de l'ambassadeur, mais qui est un des méchants emblématiques. Après, il se fait crever l'œil et il a un cache-œil et c'est lui qui tue Herschel. J'ai hésité à te montrer l'épisode de la mort d'Herschel, mais fait du mal. Ouais. Mais bon, j'ai dû faire des choix et je savais que tu n'avais pas non plus la possibilité d'en regarder 20, quoi. Mais cet épisode est très très bien et c'est un méchant qui est bien parce qu'il est un petit peu plus humain que Negan. Bah déjà, il est un peu amoureux de la blonde, non? Ou je sais pas s'il est amoureux ou il a juste envie de la sauter. C'est surtout elle, le problème donc de Andrea, c'est que s'il y a un personnage toxique quelque part, il faut qu'elle couche avec. C'est vraiment... et le gouverneur, donc pas d'opinion. En fait, je l'ai tout de suite reconnu parce qu'il est joué par David Morrissey, qui avait joué dans State of Play. C'est une série journalistico-politique anglaise qui est vraiment très très bonne. C'est un bon acteur, donc j'étais contente de le retrouver, mais pas trop d'avis sur l'ambassadeur parce que je l'ai... gouverneur. Parce que je l'ai pas vu longtemps. Et alors, il y a 2 personnages que tu as sans doute aperçus très rapidement. C'est Seth Gilliam qui joue le père Gabriel et Lawrence Gillard Jr. qui joue Bob. C'est qui Bob? Il est à la prison avec Sacha, Tyrese, tout ça. C'est celui qui est alcoolique. Ah oui, il était de The Wire. Les 2, en fait, étaient des acteurs de The Wire. Donc, il y a eu une réunion de The Wire. Mais attends, mais Père Gabriel, c'est qui? C'est celui qui dit dans l'avant-dernier épisode que je t'ai montré, où il dit « Est-ce que tu me fais confiance pour protéger Alexandria à Rick ?» Ah oui, je me suis demandé d'où il sortait, lui. C'est un père. D'accord, ouais. Et il jouait, en fait, un des détectives dans The Wire. Et l'autre, donc l'acteur qui joue Bob, jouait D'Angelo dans The Wire. Je pense qu'il y a trop de méchants dans cette série. Non, mais en fait, c'est-à-dire que je veux bien que dans une situation où il y a un marche ou crève, tout le monde devienne méchant. Mais non, en fait, non. Moi, je crois plus en l'humanité que ça. Non, mais c'est vrai. Enfin, je dois dire que t'as l'impression dans cette série, quand tu la regardes, qu'il y a que le groupe au cœur du truc qui est sympa. Les autres, ils sont soit complètement psychopathes, soit cannibales. Et en fait, même les cannibales qui sont devenus cannibales, va pas me dire que c'est parce que t'as été violé pendant 3 semaines que tu deviens cannibale et que tu décides d'attirer les gens pour les tuer, les dépecer et les manger. Non, bah ça, c'est aussi de la survie. Enfin, on comprend que ça fait partie d'un tout. Oui, mais il y a des biches à tuer autour. Enfin, tu vois, ça fait pas partie d'un tout. C'est vraiment, ils disent, soit t'es chassé, soit t'es le chasseur, quoi. Oui. Bah non, en fait.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Enfin, c'est une vision très très sombre de l'humanité. We used to help people. We saved people. Things changed. They came in and after that, I know that you've been out there, but I can see it. You don't know what it is to be hungry. Et du coup, t'as un côté où t'as juste le groupe central qui, lui, ne peut faire confiance qu'à lui-même et qui est bon, quoi. Où il y a une certaine forme de morale, même si, au final, bon, ils doivent faire des trucs assez horribles et tout. Mais dans les autres, t'as vraiment l'impression qu'il y a que des horreurs, quoi. Mais, enfin, j'ai du mal à croire, en fait, que ce soit... Peut-être que je suis complètement naïve, mais je pense vraiment pas... Moi, quand ils arrivent à Terminus et que c'est trop une bonne communauté hippie, bon, avant qu'ils se rendent compte que c'est des cannibales, j'étais, ah bah voilà. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, c'est ce qui a créé une énorme lassitude chez moi. Et j'étais pas la seule. C'est-à-dire qu'il y a une vision hyper nihiliste de l'humanité dans The Walking Dead. Et c'est devenu de plus en plus lassant. Parce qu'à chaque fois qu'ils rencontrent des nouvelles personnes, effectivement... c'est répétitif. On croit qu'ils ont trouvé des nouveaux partenaires et en fait, ils se font trahir. Et donc, au bout d'un moment, t'es juste tout le temps sur tes gardes et c'est pénible même d'un point de vue narratif. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Et ils ont essayé de changer ça vraiment dans les saisons de la fin où ça parle beaucoup plus de politique et de comment recréer une société. Il y a encore des méchants qui sont très pénibles, mais c'est aussi vraiment rebâtir une civilisation. Et ça, c'est vrai que c'était beaucoup plus intéressant. Mais pour moi, Negan, c'était l'incarnation de ça. C'était vraiment le cynisme et le nihilisme de la série poussés à leur paroxysme, à un point qui est devenu indigeste pour les téléspectateurs. Oui, et puis franchement, pas trop crédible au bout d'un moment. Ouais. Maintenant que tu connais un petit peu mieux le genre de l'horreur, où est-ce que tu situerais la série par rapport à tout ce que je t'avais montré dans Ami ? Est-ce que ça t'a quand même fait un petit peu peur ? Non, pas trop. Les 2 premiers épisodes, un petit peu, on l'a entendu. C'est plus du gore, mais de ce que j'ai vu, non, ça fait pas trop peur. Bon, le pilote, en tout cas, t'a fait réagir, c'est au moins ça. Oui, ça c'est sûr. Oh putain de sa mère. Ah non Il reste combien de temps ? J'ai peur. Maintenant, j'ai peur d'aller dehors. De se faire manger par des zombies ? Oui. Le pilote est vraiment très efficace. Enfin, de tous les épisodes que tu m'as montrés, je pense que c'est le meilleur avec No Sanctuary. Oui, c'est vraiment un excellent pilote. Hein. Ouais. Et c'est marrant d'ailleurs parce que quand on a regardé le pilote, t'as fait une remarque sur le look de la série en disant que t'appréciais le fait que ce soit pas hyper sombre comme beaucoup de séries d'aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. T'as dit qu'il y avait des couleurs de télé de l'époque et que ça te plaisait. T'en as pensé quoi du look de la série en poursuivant tes visionnages ? Il y a cet aspect-là qui est vrai, mais il y a quand même un côté un peu grège qui, au bout d'un moment, m'a lassé, quoi. Ouais. Personne porte du rouge. Ça attire les walkers, en fait, c'est pour ça ? Non, je pense que c'est vraiment le look de la série où effectivement ils sont tous déjà ils portent des vêtements assez sales et donc c'est vrai que même personne porte des t-shirts à fleurs ou des chemises hawaïennes. Non, c'est ça, ils ont tous un look, on dirait qu'ils même vivent quand tous à c'est Seattle, rouge, tu vois. Ouais, c'est du délavé. Enfin, on sent que leurs vêtements sont usés et oui, il y a un effort très conscient de la part des costumiers pour que tout soit très homogène et très beige et marron. Je trouve ça un peu indigeste au bout d'un moment. En fait. Alors que moi, j'avoue que j'ai bien aimé. J'aime bien ce look-là. Mais t'aimes bien le beige et le marron, toi. Ouais, et puis en fait, je trouve que c'est très cohérent. Enfin, j'aime beaucoup le look post-apocalyptique de la série et le côté Amérique profonde. Et d'ailleurs, on en avait parlé avec Aurélie, notre productrice, qui est aussi très fan de The Walking Dead et qui a regardé le spin-off sur Daryl, que j'ai regardé aussi et qui se passe en France, notamment à Paris. Et en fait, moi, ça me plaisait plus du tout parce que j'étais non, je veux les voir dans le contexte américain. Voir Daryl à Paris, ça m'intéresse pas du tout. Et là, je remarque tous les défauts de la série beaucoup plus, mais dans la Géorgie, tu vois, avec les grands champs, tout ça, il y a un côté que j'aime bien et le côté campagne un peu beige, ça me plaît. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une rare série à avoir été tournée en pellicule. Il y avait vraiment une ambition aussi cinématographique et en 2010, c'était encore très très rare à la télé. Maintenant, la télé de prestige, c'est devenu totalement autre chose et un look cinéma, on en trouve quasiment partout. Mais le fait de tourner en pellicule, surtout dans une série qui fait beaucoup appel aux effets spéciaux, ça a été très remarqué et vraiment salué par la critique. Et moi, je trouve que ça se sent quand même. Et d'ailleurs, après le Covid, ils ont été obligés de tourner en
en numérique parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement pour des raisons logistiques. Et ça a totalement changé le look de la série. Pendant toute une saison, on voyait en fait le côté très léché de la caméra. Il n'y avait plus le grain qu'il y a en fait dans beaucoup des autres épisodes et ça me manquait totalement. Et ça, je trouve que c'est quand même très fort. Ils ont réussi à établir un code visuel assez unique. Ouais, carrément. Qu'est-ce que tu penses des walkers, c'est-à-dire les zombies, que personne n'appelle zombies? Ce que je trouve intéressant, en fait, c'est tout le discours autour des walkers, de savoir s'ils ont une âme, s'ils sont malades. Bah, par exemple, Herschel, il a un point de vue là-dessus. Bon, il a l'air de s'en remettre après. Hein. Et bon, il y a la petite, évidemment, là, qui se fait tuer par Carole, la pauvre. Elle a vraiment un pet au casque. Je trouve ça intéressant, en fait, le côté... le fait qu'il y a un questionnement là-dessus. Je sais pas si la série va plus loin là-dessus ou pas. Non, mais c'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que je voulais vraiment que tu vois cet épisode de Lagrange, parce que c'était à un moment de la série où les enjeux étaient encore très faibles, c'est-à-dire que c'était 3 mecs contre 3 zombies, c'est plus des espèces de guerres immenses. Et le fait qu'ils passent tout un épisode à débattre avec Rick de est-ce que les zombies méritent d'être sauvés ou pas, d'être épargnés, c'est qu'il y avait encore un petit peu d'humanité, justement, qu'on a totalement perdu après. Mais c'est un débat quasiment philosophique et moi, je trouve ça génial qu'il l'ait eu. How many have you killed? Too many to count. Can you stop? There are people out there who haven't been in their right minds. People who I believe can be restored. You're not talking about the walkers, are you? It doesn't matter if you see them as human beings anymore. But if you and your people are going to stay here, that's how you're going to have to treat them. My farm, my barn, my say. Quand on parlait de zombies, on en avait déjà parlé, je comprenais pas le délire, pourquoi ça faisait peur, parce que je me disais, ils sont hyper lents. Et ils ont l'air très très cons. Mais en fait, là, c'est vrai que quand ils sont nombreux, d'un coup, tu fais moins le malin, quoi. C'est ça. Donc, c'est assez efficace, mais ils sont pas très ragoûtants. Je crois que c'est un peu le principe. Pas fan. Pas fan. Oh là 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 là, on dirait le Kédabine 13. Beaucoup de mouvements de foule chez les zombies. Oui, et puis dans le genre du zombie, c'est clairement ça la menace, c'est la masse. Et d'ailleurs, tu t'en es peut-être rendu compte, mais entre les zombies du pilote et les zombies qu'on voit au fil de la série, ils sont de plus en plus décomposés en fait, puisque ils sont restés longtemps au soleil. Et ils ont aussi beaucoup plus de réflexes en fait moteurs qui fonctionnent assez bien au début, c'est-à-dire qu'il y en a même qui arrivent à ouvrir un peu des portails dans les premières saisons, alors qu'après, il y en a, ils arrivent même pas à être debout parce qu'ils ont plus de jambes. Et donc ça, la série a fait un très bon boulot sur les effets spéciaux pour montrer des zombies qui sont de plus en plus décomposés, de plus en plus zombifiés. Et d'ailleurs, même dans la manière dont ils sont tués, ils sont mous, en fait. Tu vois, dans les saisons d'après. La façon dont on coupe leur cerveau, par exemple, ça a l'air hyper facile, quoi. Oui. Tu sens vraiment qu'il n'y a pas une croûte crânienne très, très dure. C'est ça. J'avais une question, du coup, de ce que j'ai compris dans ce que j'ai vu. En fait, il y a une maladie aussi qui rend zombie, c'est ça ? En fait, ça, c'est le final de la saison 1 que je t'ai pas montré aussi, faute de temps, mais tout l'objectif de la saison 1, c'est qu'ils se rendent au CDC, le centre qui gère les maladies, qui est donc situé en Géorgie. Et ils rencontrent Stan de The Americans, Stan Beeman. Ah, trop bien. Voilà, qui est un des ingénieurs ou scientifiques du CDC. Et ils sont tous en lockdown avec lui à ce moment-là. Et il explique à Rick que ce qu'ils ont trouvé, c'est que tout le monde est porteur du virus qui transforme les gens en zombies. We're all infected. What? But the CDC, Jenner told me. Whatever it is, we all carry it. Et que donc, tu peux devenir un zombie, pas seulement en étant mordu, par exemple, mais aussi juste en mourant d'une mort naturelle dans ton sommeil. Et c'est ce qu'on voit à un moment dans la prison où ils ont une maladie et en fait, ça crée des dégâts énormes dans la prison puisque ça zombifie d'un coup toute la population. Et donc, il finit par faire sauter le CDC Stan Beeman. Et d'ailleurs, ça, tu l'as pas vu du coup, mais Andrea, dans le final de la saison 1 où ils sont au CDC, elle décide de mourir, de se suicider, ou justement, comme toi, elle dit, c'est bon, en fait. C'est qui Andrea déjà ? La blonde qui veut coucher avec tous les méchants.
Mais elle reste pas elle est Oui, après. en fait, elle est traînée de force par le petit papy qu'on voit avec le bob après. Et il y a même un moment dans un épisode où elle lui dit « C'est bon, arrête de t'inquiéter pour moi », parce qu'il comprend qu'elle veut rester pour mourir. Il l'empêche de se suicider et elle lui en veut énormément parce qu'elle lui dit « C'est ma décision, je ne veux pas rester vivante dans cet apocalypse, j'ai perdu ma sœur », et lui ne respecte pas ça, il veut qu'elle reste en vie. Et ça, pareil, j'avais trouvé que c'était un débat hyper intéressant dans les débuts de la série de dire il y a des personnages qui veulent mourir. Et est-ce qu'on doit respecter leur choix ou pas? Parce que c'est vrai que dans un contexte pareil, si t'as pas envie de rester vivant... Moi, si tu m'empêches de me suicider alors qu'il y a des zombies tout autour... Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode où Carole tue Lizzie? Dark. Très dark. Après, je savais exactement ce qui allait se passer parce que je l'avais lu dans ton chapitre sur Carole, parce que c'était un peu le truc central dans le chapitre. Ce qui est vraiment dark, c'est plus Lizzie qui tue sa petite sœur. C'est horrible. Wow, quand tu reviens et qu'elle est là... Et en plus, elle joue bien, la petite qui joue son rôle, elle joue vraiment bien. Ouais, et en fait, il y a vraiment toute une intrigue dans la saison avant sa mort où on comprend qu'elle est assez perturbée psychologiquement. Elle pense que les zombies sont ses amis. Et donc, effectivement, elle devient de plus en plus dangereuse pour les autres aussi, sauf que Carole s'est prise d'affection pour elle et sa sœur, elle les a un peu adoptées. Et elle se retrouve toute seule sur la route avec les 2 gamines, et Tyrese et Judith, donc 3 enfants à protéger, dont un bébé. Et Lizzie, elle les met tous en danger puisqu'elle veut faire mumuse avec les zombies et elle décide même de tuer sa sœur. Oui, pour la transformer en zombie, pour qu'ils voient enfin ce qu'elle veut dire, quoi. Ouais. Moi, j'ai trouvé, par exemple, l'ouverture de cet épisode très, très beau, là, où elle joue au loup, avec un zombie. Enfin, elle joue, mais le zombie veut essayer de la bouffer. Mais justement, quand je voyais la scène, j'étais mais c'est un zombie, là, qui est en train... Il y a un côté assez poétique, mais en même temps très sombre, quoi. Non, l'épisode, je dirais pas qu'il est beau, mais il remue, quoi. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs de la série de très très loin. Après, c'est hyper choquant de voir une enfant qui souffre de problèmes psychologiques être juste exécutée parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va faire d'elle? On va la buter, il n'y a pas d'autre option. J'ai pas trop compris. Il y a vraiment une décision qui est prise comme ça où tu te dis, surtout qu'elle-même est dit à Carole, tu m'aimes pas, t'es pas contente, où tu sens qu'elle a une prise de conscience à son niveau parce que forcément elle est malade et tout ça. Mais tu te dis, je sais pas, me noter là, quoi. Michonne, elle s'est baladée avec des zombies pendant je sais pas combien de temps accrochés à un poteau, ils peuvent pas faire pareil. Tu vois, au bout d'un moment, elle va peut-être voir la lumière et ou trouver un bon psy qui a survécu à l'apocalypse, qui pourra lui faire des petites sessions. Exactement. Non, mais c'est exactement ce que je me dis à chaque fois que je revois cet épisode. Après, je pense que dans la continuité du visionnage de la saison, il y a une telle escalade dans le cynisme et la violence que tu l'acceptes un peu plus et ça participe aussi à la construction du personnage de Carole, qui est en fait la raison pour laquelle elle est aussi toute seule là, c'est qu'elle a été exilée de force par Rick parce qu'elle a tué 2 personnes dans la prison, dont la copine de Tyrese, et c'est ce qu'on découvre aussi dans l'épisode, parce qu'elle pensait qu'ils étaient malades quand il y avait l'épidémie de grippe et elle pensait que pour protéger le reste de la population, il valait mieux les tuer eux. Et donc elle devient quand même de plus en plus déshumanisée et là, c'est vrai que tuer Lizzie, c'est... Tu peux pas faire plus atroce et on sent qu'elle est extrêmement touchée par ce qu'elle est en train de faire, mais elle est quand même en train de buter une petite fille en lui disant regarde les fleurs, ce qui est un peu son mécanisme d'apaisement à la gamine, et elle lui tire une balle dans la tête. C'est horrible. Just look at the flowers. Le dernier épisode que je t'ai donné à regarder, c'est le premier de la saison 7, donc celui où on découvre enfin, après une longue pause, qui Negan va tuer, puisque c'était tout le discours autour de la série à ce moment-là. La saison 6 s'est terminée sur un cliffhanger, et là on découvre qui tue non pas une personne, mais 2, Glenn et Abraham. Qu'as-tu pensé de cet épisode? Horrible. Du début à la fin, il n'y a rien qui va, c'est chiant. C'est sadique, mais pas fun. Ouais, les scènes de mort sont horribles. Ouais, le seul truc qui est bien, c'est les 5 dernières minutes où le deuil de Maggie, quoi, et des autres. Ça, j'ai été un peu émue parce que du coup, mais vraiment, en plus, je le voyais en 1.5. Hein, mais les plans de Glenn avec l'œil qui sort là comme ça et qui essaie de dire un truc, mais c'est malaisant et c'est un peu indécent, quoi. Il y a un côté, surtout sur un personnage. J'imagine pour les fans qui avaient suivi ce personnage pendant des saisons et des saisons, il y a un côté, c'est tellement du torture porn que c'est un peu indécent. C'est dégradant pour le personnage et c'est clairement ce qui est voulu par le personnage de Negan, mais c'est affreux à regarder et pour moi c'était une énorme trahison de la série et je me souviens que j'avais même fait un post de blog après cet épisode pour dire que j'arrêtais de regarder The Walking Dead parce que je trouvais ça vraiment insultant pour les fans de filmer la mort de Glenn comme ça et en fait le plan avec l'œil, je crois qu'il vient des comics et je crois que c'est pour ça qu'ils ont tenu à l'intégrer, mais ouais, pour moi en fait c'était l'illustration parfaite
du fait qu'il y a des choses qu'on n'est pas obligé de montrer. On peut aussi travailler sur la suggestion et créer quelque chose d'extrêmement traumatisant. Pour moi, par exemple, la mort de Lizzie, c'est un moment qui est très réussi, sans qu'on la voie être butée. Ouais, ou même, je pense à Game of Thrones, il y a Oberyn, tu vois, qui a une mort très, très graphique et tout ça, et tu vois son cerveau être explosé quand même. Mais il n'y a pas ce côté... humiliant. Ouais, là, c'est vraiment... wow. Ouais. Tout cet épisode était hyper chiant. Et l'épisode précédent, hyper chiant aussi. Mais cet épisode, mais méga hyper chiant. En plus, tu sens vraiment le truc. Là, ils sont soumis, quoi. Et si c'est ça, après, c'est pas fun. En fait, jusqu'à ce qu'ils arrivent à se sortir de leur affrontement avec les sauveurs, oui, c'est beaucoup de souffrance. Et moi, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à regarder ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'épisode qui le précède, le dernier épisode de la saison 6, moi, je le trouve très réussi parce que pour le coup, on est beaucoup plus sur de la montée de tension, c'est-à-dire qu'ils sont pris au piège par les sauveurs et à chaque fois qu'ils prennent une nouvelle route, ils se retrouvent bloqués, ils espèrent encore s'en sortir. Moi, j'ai trouvé trop long. Il était beaucoup plus long que les épisodes moyens. Il m'a pas convaincu, quoi. En tout cas, cet épisode, le premier de la saison 7, qui était extrêmement attendu, a marqué vraiment le début de la fin pour The Walking Dead en termes d'audience. Ça a été une des séries les plus regardées de l'histoire de la télé américaine. Et à partir de cet épisode-là, les audiences ont commencé à baisser. Et je pense que très clairement, c'est parce que la série s'est fourvoyée à ce moment-là. J'ai une question, parce que dans mon souvenir, il y avait eu 1 ou 2 épisodes où on pensait que Glenn était mort et en fait, il n'était pas, ou un truc comme ça, il était dans une pile de cadavres, ou je me souviens plus. Je me souviens de tes récaps. Mais du coup... ça arrive, j'imagine, plus tôt, mais ça arrive le genre saison 6. Je crois que c'est la saison d'avant, et ça aussi, c'était vraiment une trahison énorme de la part de la série. Mais en fait, comme Glenn se fait massacrer par Negan dans les comics, et que tout le monde attendait ce moment, comme les gens attendaient le Red Wedding pour Game of Thrones, en fait, les scénaristes ont voulu tendre un piège aux téléspectateurs, et donc ils ont fait croire que Glenn était mort plus tôt. En fait, il est en équilibre sur une benne à ordures, et il tombe dans une foule de zombies, donc il n'y a aucun... Techniquement, il n'y a aucune possibilité qu'il s'en soit sorti, mais on ne le voit pas mourir. Et c'est une des règles d'or de la télévision, c'est que tant qu'on ne voit pas un personnage mourir, il peut revenir. Et ils ont même enlevé le nom de Steven Yeun du générique pendant le reste de la saison pour vraiment faire croire aux gens que non, regardez, il est parti du générique, il n'est plus là. Un peu comme ils avaient fait avec Jon Snow d'ailleurs sur Game of Thrones, où ils voulaient absolument faire croire qu'il n'allait pas revenir. Et c'était pour que les gens se disent « Ah, c'est quelqu'un d'autre qui va être tué par Negan, finalement, avec toute cette histoire. » Et donc, Glenn fait sa réapparition peu de temps avant sa mort pour prendre les fans de court. Et là, effectivement, sa mort est tellement graphique qu'il n'y a plus aucun doute. Mais ça a été tellement manipulateur de la part de la série que déjà, là, il commençait à perdre du monde. Parce que les fans étaient vraiment énervés. Ils avaient l'impression d'être pris pour des cons. Ouais. Et en fait, il vaut mieux avoir une bonne écriture de série plutôt que là, avoir recours à ce genre de ressort un peu bête où on supprime son nom du générique pour faire croire qu'il ne va pas revenir. Donc ouais, c'était un peu agaçant. Il y a plein de caméos dans la série, je peux pas tous les lister, mais dans un des épisodes que tu as vu, je sais pas si tu as remarqué, il y a Rick qui essaye de donner une chance à une meuf qui rôde autour de la prison, qui est très sale. Ah oui, mais j'ai vu qui c'était Kerry Condon qui jouait dans The Banshees of Inisherin. Tout à fait. En fait, j'ai reconnu sa voix et son accent. Oui, c'est ça, parce que vraiment, elle est tellement sale qu'on peut pas la reconnaître autrement. Elle a une voix très identifiable, donc après, bon, j'ai trouvé cette intrigue un peu débile, mais... Oui, mais c'est important pour montrer, en fait, le nouveau code qu'ils ont un petit peu établi, qui est qu'avant d'intégrer des nouvelles personnes à leur groupe, ils posent 3 questions. Oui, enfin, combien d'humains t'as tué, combien de zombies t'as tué, pourquoi t'as tué des humains, voilà, bon, d'accord. Ouais, bah c'est pas mal. Oui, bien sûr, mais enfin bon, c'était tout son truc de genre, j'étais très amoureuse de machin, et puis c'est lui qui tuait tous les zombies, et maintenant il est zombie, j'ai gardé sa tête dans un petit sac, et je veux être zombie moi-même, ça va quoi, enfin... Mais il y a beaucoup de fous dans The Walking Dead, hein. Vraiment, c'est pas la pire. Vu la situation, je peux comprendre, mais... En plus de toutes les critiques entourant la violence sur la série, il y a aussi eu des critiques sur qui la violence ciblait. Et notamment déjà le fait qu'il y avait une représentation à double tranchant dans la série. C'est quand même une série où il y a énormément de personnages racisés parce qu'il y a un très gros casting, que ça se passe en Géorgie, et ça c'est très très cool. Mais en même temps, il y a eu un moment où des fans ont pointé du doigt le fait que les personnages racisés, notamment les personnages noirs, mouraient beaucoup plus fréquemment que les personnages blancs, et que c'était un gros problème dans la série, et en plus un truc qui est très critiqué dans les films d'horreur de manière générale.
Et puis, il y a aussi eu une critique sur le cliché nommé Bury Your Gays, donc le fait qu'on tue de manière disproportionnée des personnages queer et notamment des personnages de lesbiennes. Et il y a un personnage de lesbienne dans la série qui était génial, qui était le personnage de Denise, joué par Merritt Wever. Ah, trop bien. Et elle est vraiment trop cool et elle développe une histoire amoureuse avec Tara, la brune que tu vois au début de la saison 7. Et elle a été tuée assez rapidement, assez brutalement et moi aussi là j'en voulais beaucoup à la série. Ce qu'il faut savoir, c'est que la série a quand même vraiment bouleversé non seulement le monde de la télé, mais aussi l'économie de l'État de Géorgie dans laquelle elle était implantée. Ça représente 9 milliards de dollars annuels de revenus pour l'État grâce à cette industrie télé qui s'est totalement développée là-bas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques années avant, en 2008, l'État a mis en place des avantages fiscaux pour les tournages qui auraient lieu sur place. Et grâce à The Walking Dead, qui est devenu une énorme production, la Géorgie est devenue, entre guillemets, la Hollywood du Sud. Il y a de plus en plus de tournages qui sont implantés là-bas grâce à ces avantages fiscaux et parce que du coup, maintenant, l'État est équipé pour accueillir des tournages de ciné et de séries. Il y a notamment Stranger Things et Black Panther qui ont été tournés là-bas. Et la petite ville de Senoia, dans laquelle beaucoup de The Walking Dead a été tourné, a carrément été revitalisée, c'est-à-dire que c'était une ville à l'abandon et qu'il y a plein de petits commerces qui se sont ouverts pour se développer autour de, pour tous les acteurs en fait qui vivaient là-bas, toutes les équipes techniques. Et il y a plein de nouveaux habitants qui se sont installés et donc ça a vraiment ressuscité une ville en Géorgie. Et l'impact a été tellement énorme de l'implantation de The Walking Dead là-bas que avec l'arrivée de nouveaux studios, ils ont même pu avoir un poids sur la politique de l'État, notamment quand la Géorgie a voulu faire passer une loi restreignant le droit à l'avortement. De nombreux studios, donc notamment AMC qui faisait The Walking Dead, mais aussi Netflix, Walt Disney et Showtime, ont menacé de délocaliser leur tournage si la loi passait. Finalement, elle a été déclarée inconstitutionnelle, mais c'est assez fou de voir l'impact que la série a eu sur toute l'économie de l'État. Et puis, c'est aussi une série qui est sortie quelques années après Breaking Bad et Mad Men sur la même chaîne, AMC. Donc, c'est vraiment un tournant en fait pour la chaîne qui avant était juste une chaîne de rediff. C'était un peu une petite HBO quoi, où ils essayaient de surfer sur la vague des séries prestige. Et Mad Men et Breaking Bad, ça a vraiment donné un cachet prestige. Et là, The Walking Dead, c'était en plus un carton d'audience, quoi. Exactement. En fait, il y avait le côté qualitatif de Mad Men et Breaking Bad. Et The Walking Dead a débarqué. Et très rapidement, elle a battu des records d'audience. C'est devenu la série la plus regardée du basic cable américain. Donc, c'est le câble non crypté, en fait, pendant toute sa première moitié. À tel point qu'il y a eu un after show qui a commencé à être tourné, qui s'appelait Talking Dead. Et ça a lancé toute une mode où ils l'ont fait aussi pour Breaking Bad, pour plein d'autres séries de AMC et ensuite même d'autres séries sur d'autres chaînes. D'avoir les stars qui venaient après l'épisode pour débriefer. Maintenant, il y a ça avec les podcasts aussi. Mais en fait, The Walking Dead a un peu lancé l'impulsion là-dessus. Et c'est aussi un des plus gros impacts quand même de The Walking Dead, c'est l'explosion du genre de l'horreur à la télévision. C'était assez novateur en fait quand The Walking Dead a débarqué, alors que maintenant les séries d'horreur, il y en a des milliards. Il y a American Horror Story qui s'est lancé juste après, en 2011 il me semble. Et ça aussi, ça a donné une grande impulsion jusqu'à aujourd'hui où il y a The Haunting et toutes les séries de Mike Flanagan sur Netflix qui marchent très très bien, qui sont très attendues. Les zombies aussi sont devenus de plus en plus populaires dans les séries. On peut citer iZombie, The Strain, In the Flesh, Santa Clarita Diet très récemment. C'est devenu un genre à part entière dans les séries télé. Et puis, ça a aussi donné envie à d'autres scénaristes d'adapter des comics, puisqu'il y a eu l'adaptation de Preachers, de The Boys sur Amazon, qui est très populaire, et aussi celle de Watchmen, qu'on avait beaucoup aimé, de Damon Lindelof. Et la série, même si elle est tombée un peu dans l'oubli à la fin, je crois que vraiment la saison 11, il n'y a pas grand monde qui l'a regardée et je dois pas dire qu'elle est très mémorable. La franchise, elle, est toujours aussi prolifique puisqu'il y a de très nombreux spin-offs qui se sont créés déjà pendant la diffusion de The Walking Dead et il y en a encore certains qui sont prévus. Il y a eu Fear of the Walking Dead que moi j'ai commencé à regarder au début mais j'ai pas fini, ça m'a saoulée. World Beyond qui était une série sur plusieurs générations après, sur des jeunes en fait. C'était un peu une série teenager dans le monde de l'apocalypse. Ouais, franchement, c'était pas trop mal. Il y a le spin-off sur Daryl Dixon. Mais attends, moi le truc que je comprends pas, c'est qu'au bout d'un moment, en vrai, les zombies ils vont disparaître parce que si tu sais comment ne pas te transformer en zombie quand tu meurs, c'est-à-dire il faut attaquer le cerveau. Et plus ça avance, plus tu dis toi-même qu'ils deviennent décrépits. Donc oui.
Il y en a moins, en fait, dans certains des spin-offs. En fait, c'est ça qui est un peu pénible aussi dans ces spin-offs, c'est que c'est beaucoup plus des histoires de essayer de retrouver quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, parce qu'en fait, on peut à nouveau voyager, tout ça. Mais il y a toujours des zombies quand même. Et il y en a une encore qui est prévue, qui n'est pas encore sortie, qui s'appelle Dead City et qui est centrée sur le duo Negan et Maggie. Voilà, qui est un duo mal assorti puisque Maggie veut tuer Negan pendant tout le reste de la série parce qu'elle lui en veut d'avoir tué Glenn. Et en fait, elle apprend à le respecter un peu malgré elle. Et je sais pas trop ce que ça va donner, mais il y a tout un... Non. Ouais, je suis d'accord. On n'y croit pas trop. Parmi les épisodes que je t'ai montrés, est-ce qu'il y en a un que t'as préféré ? No Sanctuary, je pense. Parce qu'il y a un côté, déjà, la menace des cannibales. Le lieu est assez cool. Et puis, c'est Carol, quoi, qui est assez inventive pour créer une bombe, pour se déguiser en zombie. Enfin, c'est un peu MacGyver, donc c'est assez fun. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler un peu ce qui se passe dans cet épisode ? Ils sont enfermés dans un truc qui s'appelle Terminus, parce que c'est un sanctuaire qui est annoncé comme sanctuaire partout. Et ils ont vraiment cru que c'était un sanctuaire. Et ils y arrivent. Et en fait, il se trouve, ça c'était dans l'épisode précédent, il se trouve que ce sanctuaire, en fait, ils sont pas si gentils que ça, même s'ils ont l'air d'être des hippies de gauche à la base. Mais là, d'un coup, en fait, on se rend compte que c'est des cannibales. Et on s'en rend compte quand, ils se font enfermer dans un conteneur et ils sont sortis, 4 d'entre eux sont sortis. Alors évidemment, il y en a 4 autres qui sont sortis et qui sont tués sous leurs yeux avant. Et comme par hasard, quand on arrive à eux, il y a un truc qui déconcentre le bourreau. Mais en fait, ils sont saignés carrément pour être après dépecés et nourris à la population locale. Ouais, ils sont dans un abattoir, c'est exactement. Et c'est parce que les locaux, avant, avaient vraiment mis en place un sanctuaire. Ils voulaient vraiment accueillir des gens, mais parmi les gens qui sont venus, il y avait un groupe de violeurs et tueurs. Du coup, après, ils sont devenus cannibales. Logique. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que Carol, elle arrive avec Tyrese et Judith, après avoir trucidé la petite. Elle arrive et il tombe de façon très pratique sur un homme qui a un talkie-walkie et qui est en train de parler de le mec asiatique et la meuf avec son sabre et tout ça. Donc, elle comprend très bien que leurs amis sont enfermés là-dedans et qu'en fait, Terminus, c'est pas fun. Donc, il séquestre le mec dans sa cabane et elle laisse Tyrese avec Judith et elle décide d'aller les sauver, ce qu'elle fait parce qu'elle fait tout péter, elle se déguise en zombie, elle flingue tout le monde. Après, eux, du coup, ils se libèrent, ils commencent à flinguer tout le monde aussi. Ça se flingue de tous les côtés. Pendant ce temps, Tyrese, il voulait tuer ni zombie, ni humain. Pas de chance. Il doit tuer les deux parce que Judith est menacée. Et à la fin, ils se retrouvent tous. Oui, parce que du coup, Carol, qui a été exilée, a perdu tout le groupe depuis très longtemps. Et moi, mon moment préféré de toute la série et de cet épisode, c'est quand elle retrouve Daryl. Bah oui, c'est le câlin. Et surtout Daryl qui se met à pleurer. Daryl qui est vraiment, tu vois, le gros dur qui parle jamais et tout, et qui pleure dans les bras de Carol parce qu'il est trop content de la retrouver. Parce que quand il apprend que Rick l'a exilé et qu'il a pris cette décision tout seul, il est extrêmement vénère. Et Caril, c'est le duo le plus emblématique de The Walking Dead. Et moi, vraiment, cette scène de câlin, elle m'a redonné 10 ans d'espérance de vie et à chaque fois que je la vois, je suis trop contente, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, moi, c'est mon épisode préféré de toute la série. Et l'enchaînement des deux, en fait, le dernier de la saison 4 et le premier de la saison 5. J'avoue que j'aime bien, justement, que la saison se termine sur Rick qui dit ils savent pas à qui ils ont affaire, etc. Parce que là, ils sont dans une telle situation qu'on se dit comment ils vont s'en sortir. Et le truc des cannibales, je pense que c'est pour tous les fans de la série, ça a été un des trucs les plus marquants, les plus horrifiques de toute la série, vraiment de les voir être saignés comme ça, complètement à la merci des bourreaux, et de voir Carol trop badass à la fin. C'est un bijou. Est-ce que tu regarderas d'autres épisodes un jour ? Probablement pas. Mais je comprends que vous l'ayez fait. Ouais. Et tu comprends pourquoi c'est une série culte quand même ? C'est vraiment pas mon genre, mais oui, je comprends évidemment parce que ça coche plein de cases. Il y a un côté un peu gamifié aussi, même si c'est un truc qui est adapté de comics, ça aurait très bien pu être adapté aussi d'un jeu vidéo. Oui, c'est maîtrisé en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est clairement pas une mauvaise série, quoi. Il y a des clichés dedans, mais. Oui, non, mais c'est ça, oui. Je trouve que Andrew Lincoln n'est pas un super bon acteur, donc il y a plein de trucs où je trouvais ça un peu bancal, mais. On n'a pas parlé du meilleur moment qui est quand il apprend la mort de Laurie. Ah oui, il commence Est-ce que tu as reconnu le mème ? Parce que c'est devenu un mème en fait sur Internet. Mais en fait, j'ai reconnu plein de mèmes. Ouais. C'était le seul truc. Il y avait plein de moments dans cette série où j'étais là, je l'ai vu sur Internet. Je l'ai vu. En plus, comme tu faisais des récaps en GIF, je les avais pratiquement. J'avais vu plein de trucs, peut-être. Parce qu'en fait, il voit Carl qui arrive avec Maggie qui tient Judith, donc le bébé dans les bras. Oh no, oh no. Oh no, no.
Enfin, la manière dont il a choisi d'interpréter ce moment est surprenante. Ah ouais? Moi, ça m'a pas choqué. En fait, il regarde Carl comme s'il s'apprêtait à la réprimander ou un truc comme ça, et il le fixe à 3 cm de son visage. Et ce moment est devenu vraiment culte sur Internet. Parce que moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était assez émouvant. Enfin... Oui, moi aussi, maintenant, en le revoyant, oui, mais en fait, ça me fait tellement rire parce que maintenant, je suis obligée de voir le même dans ma tête. Où il est en train de s'adresser à lui et de lui dire « Carl !» Bah non, parce qu'il se rend compte de ce qui s'est passé, que Carl a dû assister à la mort de sa mère. Bah il n'est même pas au courant qu'il a tué. Donc, ouais. Non, mais en plus, ce moment est vraiment horrible, mais en même temps très drôle. C'était PIC TV. Merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, les Pikies, de nous écouter depuis déjà 5 ans. D'ailleurs, on a quelque chose à vous annoncer. Il s'agit du dernier épisode de PIC TV. Eh oui. Mais ne vous inquiétez pas, on ne s'en va pas du tout. On ne vous quittera jamais. Dès cet été, vous pourrez nous retrouver toutes les semaines sur Ami, notre autre podcast. D'abord pour un hors-série consacré au film Harry Potter, puis dès la rentrée pour notre découverte ou redécouverte de nos œuvres préférées. Et on inclura évidemment des séries aussi dedans, et on reprendra parfois un peu la bonne vieille méthode PIC TV, mais ce sera sur Ami, voilà. Voilà, donc PIC TV ne disparaît pas totalement, PIC TV renaît, se transforme. Exactement, c'est un spin-off. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à Ami, puisque c'est là que vous nous retrouverez à partir de maintenant. À très vite. Salut. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Oh là 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 là. Comment tu vas faire? Oh non, mais comment tu vas faire? Aïe aïe aïe, c'était bête comme décision. Oh non, mais comment il va faire? C'est beau parce que ça nous fait compatir avec les zombies aussi. Exactement. Zombies are people too.